Et nous revoilà. Après ce long hiatus d'environ un mois. Alors, pour vous, ça a peut-être passé comme un coup de vent, mais alors, nous, ça a été péniblement long de ne pas vous retrouver, chers auditeurs, chères auditrices, chères auditrices. C'est Bug, votre podcast préféré sur le cinéma et les séries télé. Je suis Alphonse Dadet et je suis toujours accompagné de mes deux fidèles acolytes. Il y a Seb. Salut Seb. Miaou. Ah, c'est parce que j'ai kidnappé le chat de la Garfield. C'est pas grave. La chatte Ah. de la Garfield. Ah, C'est une en chatte. effet. C'est une chatte. J'ai pas Et été vérifié. le troisième larron, Sébastien. Salut Bastien. Hey, salut à vous mesdames. Alors on a bien profité de sa petite journée de la femme au lieu de laver mon slip. Je l'ai pas déjà fait cette intro l'année dernière. Je sais plus en fait. Bon, désolé, je reprends. Hey, salut à vous les supporters du PSG. Alors ça va? On n'a pas trop mal au cul? Je l'ai pas déjà faite aussi cette intro là l'année dernière et l'année d'avant et encore l'année. Bah désolé, je reprends, je recommence. C'est pas facile de trouver des intros, hein. Le monde tourne un petit peu en rond. Hey, salut à vous la Ligue du LOL. Mais c'est que vous m'avez l'air d'être une belle petite brochette d'enculés. Eh ben bienvenue chez Bug, hein. Vous serez ici chez vous je pense, hein. Vous ne serez pas dépaysés. Donc bienvenue. Effectivement, cette affaire a laissé beaucoup de traces partout sur les internets. Eh bien écoutez, aujourd'hui on revient avec un numéro qui s'annonce riche et très dense, parce que je crois qu'il va y avoir 2-3 merdes qui vont être passées au crible. Seb va nous parler de la dernière Marvelerie à être sortie en salle, ainsi que d'une suite d'un film à succès. On vous laisse une saga à succès, une sorte de spin-off trop bizarre. Et Bastien nous fera son petit pot pourri, et s'il y a un petit peu de temps, j'interviendrai en fin d'émission pour vous parler également d'un petit blockbuster qui est sorti récemment. Et je crois que les gars, si vous êtes ok, on va commencer tout de suite, hein. Seb, tu ouvres le bal avec des balles réelles. Pan pan. Oh, c'était une très bonne blague ça. Bref. Ouais. Alléluia, c'est arrivé. Les critiques n'ont pas vu en Captain Marvel un grand film ou bien le meilleur Marvel depuis le dernier et blablabla d'usage. En fait, c'est un peu mensonger puisque le précédent Marvel était le second opus de Ant-Man et il n'était pas considéré comme le meilleur. Ça c'était Avengers Infinity War. Après Black Panther, lui-même suivant Thor 3. Bref, Captain Marvel, lui, il s'en prend un peu dans la gueule. Les critiques sont pas super enthousiastes, ça nous change. Et du coup, moi j'ai été super agréablement surpris, hein, parce que j'y suis allé en attendant rien du tout, et c'était sympa. Parce que généralement c'est ça qui se passe, hein. On te dit que c'est un chef-d'œuvre, et puis tu regardes le truc, c'est sympa. Donc moi là, je me dis, si c'est moins bien que génial, est-ce que pour moi qui trouve ça sympa, je vais trouver que c'est merdique? Et du coup j'ai été très agréablement surpris. Voilà, c'est un système un peu particulier pour juger les critiques, mais bon. Ah voilà, c'est sympa niveau des autres Marvel quoi, hein. Évidemment que c'était pas génial, c'est un Marvel. Et les films géniaux dans le MCU, ils sont minoritaires. Mais après avoir lu et entendu des gens et critiques s'extasier sur le génie de Black Panther ou encore la puissance émotionnelle de Avengers 3, on va arrêter de déconner parce que même quand ils disent du mal, ils disent de la merde. Il y a vraiment un souci avec les critiques en fait, il n'y a aucun juste milieu. Bon, on a les problèmes d'usage, hein. Je l'avais déjà dit et je le maintiens. Le fait de vouloir que tout soit homogène, puisque dans le même univers, en fait on dit Feige je crois, choisissent des réalisateurs malléables, ça me paraît logique dans cette façon de voir les choses. Mais Captain Marvel montre la limite du truc. C'est plat. Il n'y a aucune envolée à aucun moment. Et la raison pour laquelle ça coince, c'est que le film s'y prêtait à ces envolées. Comme James Gunn a pu le faire sur ses Gardiens de la Galaxie et même Taiki Douche sur Thor Ragnarok. C'est nul. Je sais. Je rigole, mais c'est nul. C'est parce que j'avais pas envie d'aller rechercher son nom. Taiki Waititi. Non, je sais même plus. Waikiki. Bon, c'est possible. Ouais, un truc comme ça. Enfin bref, les gars, ici en partie, on n'est plus sur la Terre. C'est de la SF, vous pouvez vous éclater, mais ça n'arrive absolument jamais. T'as une grosse baston à la fin qui est assez sympathique, sauf que je crois qu'approximativement 90% de ce qu'on voit est en numérique. Donc bon. Mais de toute façon, on n'est pas là pour ça, hein. Ah non, parce que Brie Larson... Là pourquoi? Parce que Brie Larson ne craint personne. Clin d'œil, clin d'œil. Oh. Surtout pas la connerie. La meuf, elle te parle de films militants, quoi.
Tu sais, comme Black Panther était une grande œuvre politique. Bah là, c'est pareil, hein. C'est ultra féministe comme film. Je déconne, c'est encore moins féministe que Wonder Woman. C'est un Marvel comme un autre, les gars. On va arrêter de raconter des conneries. C'est pas parce que t'as une meuf en lead et qu'elle pète des gueules que c'est féministe. Ou alors j'ai rien compris au concept. Mais de toute façon, comme avec Wonder Woman, on réécrit l'histoire à chaque fois, donc on s'en fout des Ellen Ripley, des Beatrix Kiddo, des Buffy et autres. On s'en branle. Et tant qu'on est sur Brie, et ça sent un peu, blague de fromage. Déjà dans Kong Skull Island, ça sentait. Ouais, et d'ailleurs on salue tous les fromagers qui nous écoutent, on sait qu'ils sont nombreux. Elle m'a moins dérangé que je l'anticipais. Mais quand elle te balance une punchline, il n'y a pas d'étincelle. Elle le fait au premier degré et ça fait con. Mention spéciale à sa doublure numérique quand elle vole à la fin du film. Ça se voit et c'est pas forcément super agréable. J'imagine que la majorité du budget est passée sur le système de rajeunissement avec lequel Marvel s'amuse. Et j'aime beaucoup ce procédé d'ailleurs. Michael Douglas dans Ant-Man, c'était sympa le temps d'une scène. J'avais été un peu moins convaincu par Robert Downey Jr. sur Civil War, toujours pour une scène, mais là pour un film entier, Sam Jackson c'est vraiment bluffant. Contrairement à la révélation dont tout le monde se foutait, à savoir comment Nick Fury a perdu son œil. C'est vraiment minable, un pauvre gag à la con limite. Dans les comics, en tout cas dans une version, car j'imagine que comme tout le reste ça varie, c'est une grenade qui cause ça. Ici c'est de la merde quoi, mais vraiment. Est-ce que vous voulez que je vous le révèle? Vas-y. Eh ben c'est le chat, Goose. Oh non. Il le griffe, et Fury à ce moment-là dit que c'est juste une égratignure. Donc on se dit bah ça va arriver plus tard, ou ça arrivera pas du tout. Mais plus tard, bah il a son fameux bandeau sur l'œil, ça s'est infecté. Et voilà, gag même pas drôle. Oh la vache. Le truc anticlimatique au possible quoi. C'est triste. Ouais, mais c'est horrible quoi. Moi je regardais le truc et je me dis non, c'est pas possible, vous pouvez pas oser faire ça. Parce que t'avais déjà plein de gens qui disaient que ça allait être ça. Parce que dans la bande-annonce, on le voit qu'il découvre Goose et il le prend dans ses bras, oui, tout mignon, tout ça. Et dans Captain America Winter Soldier, il disait que il a perdu la dernière fois qu'il a fait confiance à quelqu'un, il a perdu son œil. Donc ils ont dit ouais, c'est le chat qui va lui crever un œil parce que c'est un Skrull. En fait, c'est pas du tout un Skrull, mais vous verrez quand vous verrez le film. Mais non, c'est putain, j'étais mais atterré quoi, le niveau quoi, c'est minable. Hein. Mais c'est minable au niveau des scènes post-génériques. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je suis on fire niveau transition dans cette chronique et je m'épate moi-même. Bref, les Stingers, le premier, c'est une scène du prochain Avengers, donc aucun intérêt puisqu'on la reverra dans moins de 2 mois. Et la deuxième, c'est encore un gag tout pourri dont on se fout royalement. J'ai toujours trouvé les scènes post-génériques des Marvel nazes, mais depuis quelques temps, c'est de pire en pire. C'est le truc complètement inutile où t'attends et que t'as un demi-gag, quoi. C'est même pas drôle. Pour Ant-Man 2, on te remontrait une scène qui était déjà visible dans le film. C'était drôle dans le film, mais la remontrer une deuxième fois comme ça quand t'attends 10 minutes, ça sert à rien. C'est pas drôle, c'est juste chiant. Et ce qui est fou, c'est que t'as des gens qui aiment ça quand même. Hein. J'ai lu, pas plus tard qu'aujourd'hui, quelqu'un dire que le film était moyen, mais que les Stingers étaient géniaux. Je ne comprends plus rien à ce putain de monde, les gars. Bref, je conclue en vitesse, puisque ce sera le dernier Marvel dont je parlerai dans cette émission. Ça durera pas toujours. Captain Marvel est parti pour être un énorme succès, et Avengers n'a aucune chance de se planter. Mais au bout d'un moment, ça va casser. On est sur la 11e année de succès. Forcément. Peut-être qu'on atteindra les 20, j'en sais rien. Peut-être qu'on ira même plus loin. Oula. Mais une fois que tout ça sera retombé et que les gens les verront enfin pour ce qu'ils sont, on attendra quelques années. Le film de super-héros, comme Spielberg le disait, c'est le western de l'époque. Il y en a partout tout le temps. Puis ça finira par disparaître lentement pour revenir plus sporadiquement. Ce jour-là, des gens, des réalisateurs avec un œil, une vraie patte, eh ben, ils te feront... Comme Nick Fury. Exactement. Ils te feront un Captain Marvel qui, pour le coup, sera vraiment un grand film. Parce qu'on a beau critiquer le MCU, il y a un truc qu'ils sont en train de faire et que je trouve vraiment cool. Ils popularisent des personnages dont on n'avait peut-être jamais entendu parler. Vous deux, vous connaissiez les Gardiens de la Galaxie et Captain Marvel avant l'annonce des films? Parce que moi non. Si ça permet aux gens de se mettre aux comics et plus tard d'avoir des films du niveau des Spider-Man de Sam Raimi, ou qui sait, un nouveau Superman type le film de Richard Donner, bah moi je suis preneur. Donc ouais, ce Captain Marvel, c'est le titre absolu et définitif. C'est un Marvel. C'est sympa, on passe un bon moment pas désagréable, ça se revoit sans doute avec le même plaisir, il y a de bonnes vannes dedans, il y a aussi de gros ratés, il y en a un très très gros que je trouve vraiment dégueulasse. D'ailleurs les 20 premières minutes du film, j'ai pas adoré. C'est un McDo quoi.
Après, Spider-Man Into the Spider-Verse, ça jure un peu, mais un McDo de temps en temps, c'est pas désagréable. L'habituel donc, si vous n'aimez pas les films Marvel, vous n'allez pas aimer. Si vous êtes convaincu, en un ou deux mots, vous le serez à nouveau. Il n'y a rien qui change. Enfin, à part la critique qui lui a été moins favorable. Et vous savez quelle saga adorée aussi a eu droit à un petit bashing? Les animaux fantastiques, les crimes de Grindelwald, qui s'est ouais, un truc comme ça quoi, qui s'est copieusement fait chier à la gueule par la critique et même des fans ayant momentanément retrouvé la raison. Alors, je suis toujours on fire niveau transition. Je trouve que c'est ce que j'ai le mieux écrit pour cette chronique d'ailleurs. Ouais, c'est bien. Ouais, moi je le trouve vraiment très très bon. J'ai pas spécialement envie de me lancer des fleurs, mais je vais quand même le faire. Enfin, bah, j'ai pas trop compris pourquoi c'est celui-là qui se prenait tant dans la face, parce que franchement, par rapport au précédent, je vois pas trop de changement. Hein. C'est toujours exactement la même merde. Hein. J'ai jamais été fan des Harry Potter, même si à partir du 4, ça devient vraiment de la merde. Mais au moins, ça avait le mérite de raconter une histoire et de s'y tenir. Ça fait peur. Les animaux fantastiques, c'est autre chose. Je crois que les films essaient quelque chose, mais se plantent misérablement. Une des raisons, à mon avis, est la personne derrière le scénario des films. J.K. Rowling elle-même. Madame ne sait pas écrire. C'est abominablement mauvais. Et comme je sens venir les fans me dire « Oh, comment tu oses dire qu'elle ne sait pas écrire? T'es vraiment qu'un vilain pas beau méchant ?» Je les calme direct, tels les petits enculés pas assez câlinés par leur père, ou trop peut-être, et précise un fait important qui est indéniable. Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Bah, je sais pas, Michael peut-être. Ah d'accord, j'ai compris. Donc, fait indéniable. Écrire un roman n'est pas écrire un scénario. C'est pas parce que tu sais faire l'un que tu sais automatiquement faire l'autre, même si je doute qu'elle sache vraiment écrire un roman. Merci. Voilà. Merci de m'enlever les mots de la bouche. Y a pas que les mots que je t'enlève de la bouche. Donc, dans les romans, les digressions sont les bienvenues. Elles permettent de développer sinon un personnage, une situation ou autre. Après, faut aussi savoir écrire et l'intégrer à l'histoire, mais ça, c'est encore autre chose. Dans un film, t'es restreint par plusieurs choses, dont le temps. Du coup, passer ne serait-ce qu'une demi-heure sur un truc qui est totalement hors propos par rapport à l'histoire, bah c'est de la merde. Et on perd un temps précieux pour raconter l'histoire. Par exemple, au début du film, on a une longue scène avec des animaux dans l'unique but de justifier le titre Animaux Fantastiques. Et une fois de temps en temps, il y en a un petit qui vient faire kikoulol pour continuer ça. Putain les gars, assumez quoi. Parce que ce soit sur l'affiche ou quand le titre apparaît à l'écran, les Animaux Fantastiques est écrit en tout petit. Parce qu'on s'en branle. Mais bon, on s'en cogne parce que ça continue le remplissage inutile. Oh, il y a même une longue séquence flashback qui, encore une fois, ne sert à rien. On a donc des persos du précédent film qui reviennent juste pour faire plaisir à la foule, dont un à qui on avait effacé la mémoire. Le gars revient, dit que le sort a pas marché, fait du remplissage et sert à rien. Du tout, hein, pendant tout le film. Le gars est là, il accompagne le héros, il parle, il est présent, mais il sert absolument à rien, et je plaisante pas. Retirez-le du film, c'est à 100% le même truc avec des dialogues en moins. Donc moins long, donc mieux. Donc on est sur les persos, hein, le personnage titre, c'est le méchant, hein, c'est notre ami Johnny Depp. Et la petite polémique qu'il a suivie, c'est peut-être d'ailleurs pour ça que les critiques ont été acerbes. Le mec il arrive, il disparaît 20 minutes, il revient, il disparaît 40 minutes, le tout pour revenir pointer le bout de son nez de temps en temps, quoi, comme ça, on s'en cogne de ce que raconte le film. T'as l'impression que tout le monde fait son truc dans son coin, pour que tout le monde se rejoigne à la fin, sans en avoir quoi que ce soit à foutre, c'est fou. Il n'y a aucune envergure là-dedans. Dans tous les domaines, 80% du truc se passe dans les rues de Paris, et ça fait rien à part parler. C'est même pas comme si t'avais de beaux décors ou quoi que ce soit, même pas, rien. Mais ça, il n'y a pas de panique à avoir, hein, c'est trop super génial. Il y a Poudlard dans le film. Alors vous savez, ma bonne dame, il y a du fan pour être content. Et dans content, il y a con. Pas oublier ce détail super important. Du coup, on a quoi? On a Eddie Redmayne, cette interrogation qui ne trouvera jamais de réponse, qui se balade avec sa tête de cul et sa voix de merde, avec sa petite valise de PD pendant 2 heures pour au final pas faire grand chose. Et son absence de charisme. Oui, exactement. Putain, même le climax n'est pas une séquence d'action. Et c'est plat. On s'en branle. David Yates a commis les pires Harry Potter. Pourquoi continuer de l'employer? Putain de merde. Et c'est comme ça que je finis ma chronique. Parce que j'avais pas de transition donc. Tourne la page.
Non, il n'y a plus rien. Après, sur la page suivante, j'ai mes insultes de la dernière fois. Intellectualisme version Besson. Autant dire que le mec a chié dans un crachoir et il s'est dit que c'était une idée brillante de faire n'importe quoi. Il y a tellement de trisomiques consanguins qui peuplent cette planète d'enculés. Une grosse merde sortie tout droit du trou du cul d'un mec qui viendrait d'ingurgiter son propre vomi. Mais crève-toi les yeux avec un crayon, gros connard, tu nous fais tous chier là. Le genre qui se cache derrière une lampe pour jouer à cache-cache, il est super content alors que t'as juste envie de lui foutre ta main dans sa gueule de petit bâtard pour lui expliquer qu'un soir où tu baisais sa mère, tu lui as mis un coup de bite dans la gueule et qu'il est devenu mongol. Et ensuite j'ai un truc sur Three Billboards. Doucement, Jean-Marie, tu vas avoir des excuses à faire. Ouais. Et après j'ai des trucs en anglais, si vous voulez. Tu vas être obligé d'annuler des dates dans ta tournée. Ouais, Oui. au moins 50. Bah, voilà. On sait pas trop comment rebondir sur cette fin qui était apocalyptique. Oui, mais bon, c'est de la merde quoi. David Yates, si tu nous écoutes, voilà. Le mec il a chié Tarzan quoi. En fait, il a jamais fait de bons films, ce monsieur. On est d'accord. Écoute, je ne pense pas. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Allons checker un petit peu sur IMDb. C'est le moment. David. IMDb. David Yates, bonjour monsieur. Pendant ce temps-là, je voulais juste te dire que moi j'avais vu donc le premier Animaux Fantastiques et je sais pas si ça vous arrive des fois de regarder des films comme ça. Et moi, c'est ce que ça m'a fait en regardant ce film-là, c'est que j'avais l'impression de ne comprendre strictement rien à tout ce qui se passait scène après scène. Je comprenais rien à l'univers, aux personnages, à ce qui se passait. Et pourtant, Harry Potter, j'avais suivi quand même plutôt l'affaire, et puis ça faisait pas tant référence que ça à l'univers à Harry Potter. Mais là, le film était totalement incompréhensible, donc ça a été très compliqué pour moi à le regarder. Donc j'en suis venu à la conclusion que je regarderai les suites quand elles seront toutes tournées, et je regarderai tout à la suite, ça sera peut-être plus limpide. Bon courage. Ah oui, je confirme qu'il a quand même une sacrée carrière de merde. Parce que regardez, attendez, 2007. Le Tarzan, tu l'avais vu? 2007, on a Harry Potter, 2009 Harry Potter, 2010 Harry Potter, 2011 Harry Potter, 2016 il nous a fait Tarzan et puis il nous a fait... Tu es si fort et si... Non, mais Et pour- puis à partir de qui a ça, vu il n'y a Tarzan plus que les animaux fantastiques. On Moi l'a je l'ai vu. vu Tarzan. Et c'est son moins mauvais. Ça reste quand même... Bah, il y a Margot Robbie dans le film, donc si tu veux ça reste agréable sur certains points, mais bon, c'est de la merde. Et Christophe Valls. Oui, mais Christophe Valls il fait n'importe quoi dans tellement de films. Mais comment ce mec est arrivé aux commandes d'un Harry Potter quand tu regardes ce qu'il a fait avant? C'est que des téléfilms? Bah, parce qu'ils en avaient rien à foutre. Non, mais il s'est retrouvé aux mains d'un putain de budget quand même, alors que le mec il avait rien quoi. Ouais, mais ça se voit. C'est quand même bizarre tout ça. Enfin bon, un jour on saura. Oula! Oh, il était enroué. Michael Jackson qui est en train de sucer un enfant. Non, pas dans c'est plutôt l'inverse, mais pourquoi pas. Ah, tu penses que c'est les Bon. enfants qui sucent Michael Jackson? Moi je sais pas en fait. Moi, j'ai pas trop envie de savoir, mais. Bah, on va peut-être demander comment ça se passe au niveau de la sexualité des enfants à Yann Moix. S'il y a des pédophiles qui nous écoutent, Écoute, je suis en Belgique, j'en connais quelques-uns. vous pouvez nous dire quelles sont vos pratiques préférées. Et on promet, Attends, on les dévoilera pas. Je vais sur Google, pratique pédophile Non. d'usage. Ça y est, t'es fiché. Pratique Oui, pédophile c'est ça. d'usage. Attention, des pédophiles rôdent sur l'application TikTok. Un pédophile oui, verviétois condamné à 15 ans de prison. Dans la lutte contre la pédophilie, les homosexuels à visage. Je sais même pas le reste du titre, mais. Ah non, On va peut-être- Est-ce qu'on reprend le fil de l'émission? Peut-être. Allons donc. Alors Bastien, tu nous fais ton pot pourri et apparemment t'as du lourd. J'ai du lourd. Ah, Bah, on va commencer plutôt calmement d'ailleurs, avec le point le Netflix. petit échauffement. Voilà. Avec le fameux. Bon, maintenant du coup, c'est passé, hein, forcément. Mais le Velvet Buzzsaw de Dan Gilroy. Oh, c'est chaud. Donc, j'ai envie de dire du nul pour pas changer. Hein. Merci Netflix. Une certaine Pourtant, constance. ça hein, quand partait même. plutôt. Pourtant, ça partait plutôt bien, puisqu'on retrouvait donc l'équipe du fameux Night Call, qui était un film plutôt sympathique, plutôt recommandable. Parce que donc on retrouve Dan Gilroy à la réalisation, Jack Gyllenhaal et la femme de Gilroy, René Russo, C'est sa au femme. cast. Et sa femme, hein, c'est pour ça qu'elle est là. Écoute, moi je dis bravo. Parce que le Voilà. temps passe, mais René Russo reste. Et donc, quand on regarde ce truc, on se dit que déjà c'est un film
très peu ambitieux. C'est un tout petit truc beaucoup trop long qui pourrait être en fait un épisode de série. Ça ressemble à une histoire de Tales from the Crypt, sauf que là, au lieu de raconter ça en 6 pages dans les Tales from the Crypt, là ça dure 1h50. Donc c'est assez pénible. Netflix a de toute façon toujours l'art de déguiser ses baudruches. Et là, elle l'a encore bien fait. On se fout totalement des personnages qui sont tous... c'est déjà fait exprès, mais ils sont vraiment bien antipathiques. Mais après, le truc, c'est que c'est bien trop lisse et sage pour frapper, j'ai envie de dire, le film. Le sujet de base est intéressant. C'est une critique donc de l'art et de ceux qui en parlent et compagnie. Mais quand tu fais ça, j'ai envie de dire, il faut y aller dans ce cas-là, parce que là, on s'ennuie ferme. Tu donnes ça, je sais pas, à un Verhoeven par exemple, il aurait pu faire un truc avec ça peut-être. Moi, je voulais un truc plutôt sale, plutôt violent, sexy, virulent. Mais là, j'ai envie de dire, à part un cul d'homme noir, Netflix, c'est un film extrêmement gentil. Alors oui, à un moment, t'as aussi Jack Gyllenhaal qui est allongé nu sur un transat avec un ordi sur les cuisses pour lui cacher les baloches. Ah, c'est pas bon pour les couilles, ça. Non, mais sinon on a que dalle. On a aussi une scène de Nick en nocturne où on voit rien, donc c'est très très gentillet. J'ai envie de dire, encore le genre de film aussi vite vu, aussi vite oublié. Ce qui pourrait devenir d'ailleurs le slogan de Netflix. Et je leur propose même de changer leur logo avec un Kleenex à la place. Et changer leur putain de CM d'enculé. Ouais. Oh, faut le tuer à ce niveau-là. Putain, j'ai rarement vu un mec aussi haïssable que celui-là, quoi. Et puis Jack Gyllenhaal, là, c'est triste, parce que c'était l'homme qui était un petit peu dans tous les bons coups dans les années 2000. Ouais, il finit dans un Marvel, si je me trompe pas. C'est possible, dans un Spider-Man, je crois. Ouais, Mysterio. Il a failli être Spider-Man. Là, il joue un Et là, il joue un bisexuel, donc c'est bien pour lui, pour sa diversité de jeu, mais le film, c'est caca. Donc, passez votre chemin. Seb, tu l'as vu. Next. T'as envie de chier dessus un peu. Oui. J'aimerais beaucoup, mais je ne me souviens de rien. Donc, c'était de la merde, je me souviens de ça. Je me souviens que je me suis fait des frites en plein milieu du truc. Et que j'ai mangé mes frites. Alors, si ça vous intéresse, c'était avec Mexicano. Et je ne sais pas si vous avez des Mexicanos, vous appelez ça comme ça en France, mais non, on n'a pas ça. C'est de la viande, c'est un peu comme les fricadelles. Parce que nous, ça doit être des tacos. Ça n'a rien à voir avec les fricadelles. Je dis juste c'est comme les fricadelles, quoi. C'est un produit de merde que tu achètes surgelé, que tu fous dans la graisse à frites pendant 2 minutes et puis tu le bouffes, quoi. Donc voilà, mais c'est très bon, j'aime beaucoup, c'est épicé. Et, voilà, bon, j'ai mis un peu trop de frites pour être honnête, parce que c'est des frites surgelées. Et c'était le fond du paquet et je me suis dit fuck it, je vais tout mettre dedans, sauf qu'il y avait un peu trop par rapport à ce que je prends comme portion d'habitude, mais j'avais pas envie de laisser un petit peu dans le fond du sachet et attendre et puis ne pas avoir assez la fois suivante. Donc puis après on s'en sert jamais. Non, je les aurais mangés mais j'aurais pas eu assez et voilà, donc j'ai mangé un peu trop et puis j'étais un petit peu ballonné et j'ai été faire caca après le film. C'était peut-être en rapport avec le film, ça je ne me rends pas compte. Moi, j'en doute pas. Alors, transition de caca, on continue avec le point moustache ce coup-ci. Alors, ce n'est pas de Charles Bronson dont je vais parler aujourd'hui, c'est une autre moustache célèbre qui nous vient tout droit de Netflix cette fois-ci. Encore. Et Netflix se lance aussi dans la moustache avec Mads Mikkelsen dans le fameux polar. On me l'a recommandé, et toi aussi, Bastien, je pense qu'on te l'a recommandé. C'est la même personne. Alors, il faut le dire que c'est quand même le genre de film typiquement crétin et quasiment indéfendable, pour lequel je garde effectivement quand même toujours un petit plaisir à les regarder, parce que c'est un scénario écrit par moi à 10 ans, donc ça fait toujours plaisir de voir des gens qui font des films à partir de ça. Donc l'histoire, pour vous la faire courte, c'est en fait un ex-tueur à gages qui veut prendre sa retraite et son patron forcément c'est assez original quand même, ne l'accepte pas trop, donc il va lui foutre aux trousses toute une horde d'autres tueurs et donc il va falloir qu'il les affronte et il y a une histoire de nana un petit peu à protéger aussi forcément pendant le film pour la rédemption du personnage et compagnie.
Donc voilà, vous sentez tout de suite venir le truc très très original. Alors après, le film commence quand même avec l'ami Johnny Knoxville dans un rôle Oh putain, le truc qui fait peur. qui est au bord d'une piscine, qui se fait chauffer par une petite pépette qui lui fait une petite blowjob. Et en fait, la nana s'avérera être une des tueuses à gages. Donc, ce qui nous mènera à un Knoxville qui se fait shooter avec sa belle petite bosse dans le maillot de bain. Ça sent le bon goût. Vous sentez que le film est extrêmement subtil. De toute façon, c'est du Michael Mann Netflix. Hein. Et en plus, on aura un plan qui nous gratifiera du cadavre de Knoxville encore frais, avec la bosse qui redescend juste après. Donc, on est dans ce genre de film-là. Alors, le saviez-vous, c'est une adaptation d'un roman graphique. Hein. Voilà, un peu de culture. Un peu de culture. Après, ce qui est bien aussi dans ce film, quand même, c'est le Mads, hein, c'est Mads Mikkelsen, qui quand même lui a du charisme, donc ça fait toujours beaucoup de ce genre de film, contrairement à un John Wick, parce que le film c'est un John Wick-like, hein. On va pas se mentir. Mais là où Keanu Reeves c'est quand même un bulot quand même niveau charisme. Là, tu sens que Mads, sa quéquette, elle n'est pas nettoyée au pétrolane. C'est une très belle expression. C'est la jungle. C'est la jungle, le mec. Hein. D'ailleurs, on a une scène de sexe pendant le film. Tout le monde l'a comparé à celle de... Je sais plus comment ça s'appelle, le truc avec Clive Owen et Monica Bellucci. Shoot 'em up, un truc comme ça. Ouais. Voilà. Il y avait une scène comme ça de flingue où il était en train de déglinguer Monica Bellucci. J'ai pas vu le film, mais je crois que... il la baise et il tue des gens avec des carottes. Voilà. Et donc, c'est vrai, je déconne pas, hein, c'est pas une blague. Ouais, je sais, je me souviens. Et là, on a un peu le même type de scène. Moi, je suis toujours content de voir des boobs dans un film. C'est tellement rare de nos jours. Et en plus, c'est sur Netflix, donc je salue la séquence. Il y a Vanessa Hudgens qui est dans le film. Je l'ai pas du tout calculé. C'est en voyant le générique de fin, je me suis dit, ah ouais, c'était elle. Bravo, elle est quand même devenue bien dégueu. Moi d'habitude, je la remarque toujours, mais c'est vrai que là j'en avais pas grand chose à foutre quoi. Alors que Richard Dreyfuss, tout de suite je l'ai calculé, mais elle pas du tout quoi. Et Catherine Winnick aussi. Oui, je l'avais calculé. Après, c'est un film assez vénère, assez gorasse par moment, donc dans le scénario, vous l'avez compris, il y a un petit côté aussi The Night Come For Us, hein, auquel le film peut faire penser, même si c'est quand même beaucoup moins gore taré, mais dans son histoire et le côté caricatural très gonzo, c'est un peu pareil. C'est un film de Clipper, hein, je sais plus le nom du réal, Jonas quelque chose. Jonas Åkerlund. Attention, je vais prononcer le nom. Jonas Åkerlund. Voilà. Je pense que ça se prononce comme ça. Donc le mec a fait beaucoup de clips, hein, donc avec tout ce que ça comporte, comme on peut imaginer, hein, à part David Fincher qui s'en est sorti. Donc moi je dis que c'est un film, sortez les pistaches, la Grimbergen, louez des amis si vous en avez pas, et passez un bon petit moment bien con, mais qui fait du bien, qui est toujours mieux qu'un grand moment d'intelligence qui ennuie. Oh. Ouais, moi je serais pas aussi gentil, hein, parce que c'est quand même de la merde. C'est irregardable, c'est super long, c'est infernal quoi. C'est un peu long à démarrer, mais une fois que ça a démarré, déjà quand le grand méchant du truc c'est Matt Lucas, t'as envie de dire c'est bon les gars, vous n'avez aucune crédibilité, moi j'ai pas envie de regarder ça. C'est qui ce mec d'ailleurs? Matt Lucas, c'est un acteur anglais absolument insupportable qui a fait... c'est un peu, on parlait de... Ah non, on en parlait avant l'émission, mais on parlait de cette autre merde de nos amis Netflix qui était Isn't It Romantic avec Rebel Wilson, c'est Rebel Wilson mais en mec. C'est le mec qui m'a foutu en l'air en partie la saison 10 de Doctor Who. Infernal quoi. Peut-être qu'il a fait des trucs bien, mais en tout cas non. Là non, je dis que il faut se débarrasser de lui, s'il vous plaît. Donc voilà. Aidez-moi. Ok. Next. Avec le point, j'ai plein de chefs-d'œuvre à mon actif, mais aujourd'hui, je fais de la merde avec On a peur. La France a peur. Manhunt du ne parle pas de ça. Très grand John Woo, qui malheureusement n'est plus que l'ombre de lui-même aujourd'hui.
Réalisateur, un précurseur, référence pour bon nombre d'entre nous et de jeunes réalisateurs, inventeurs, mais coincés d'une époque comme tant d'autres, tous ces gens qui n'arrivent pas à vieillir et à évoluer, tels des Brian De Palma, Dario Argento, Michel Polnareff ou encore la troupe du Splendide. On en passe, c'est des meilleurs. Voilà, on fera une émission, la liste un jour peut-être. Certains, heureusement, ont conscience qu'ils ne sont plus, donc ils préfèrent jouer aux jeux vidéo, regarder du basket et devenir une vraie pute Afrique. Ah, salut John Big Carpenter, John. si tu nous écoutes. Ouais. Merci de ne pas salir ta filmographie. John Woo, tu devrais suivre son exemple peut-être, car ce Manhunt, il fait pitié, donc ça fait mal. Donc c'est un remake d'un film de Ken Takakura, dont John Woo est un grand fan du monsieur. Et ne sachant, je pense, plus trop quoi faire dans cette industrie, après avoir vécu des cuisants échecs, c'est le truc qu'il a fait un petit peu avant, là, le truc sur le bateau, je l'ai même pas vu ce truc-là. Crossing ou un truc comme ça, c'était le titre. Ouais. D'ailleurs, je sais même pas si c'est vraiment sorti la deuxième partie, j'ai regardé un peu sur internet. C'est très obscur ce qui s'est passé avec ça aussi. J'ai pas bien compris. Donc, le mec, il s'est laissé tenter par ce truc sans queue ni tête, ni six têtes de requin d'ailleurs, mais bon, ça sera pour une prochaine émission. Alors, il suffit de voir où nous emmène le film scénaristiquement, vers la fin. Mélange de super soldats d'X-Files et de crétinerie à la Lucie de Gros Luc. On nage en plein nanar, sauf que le film a plus d'ambition que cela, puisque c'est pas totalement assumé, c'est pas un film qui se veut fun à la base. Je vous renvoie aussi à l'excellente interview de John Woo dans le Mad Movies qui est sorti il y a pas très longtemps, où il explique justement un petit peu comment a été fait le film, il revient un peu sur sa carrière, et c'est justement très intéressant, parce que Woo est assez cash dans ses propos, même si c'est sous couvert de toute la politesse typique des Asiatiques. Ah ouais. Je sais pas si c'est raciste ça comme formule. Non, mais c'est vrai que l'interview est bien parce qu'effectivement il se cache pas de dire que le film est pourri à cause d'un des acteurs, enfin pas pourri mais que le film est moins bon que ce qu'il avait prévu parce que l'un des acteurs était à chier. Et par contre ce qui est complètement relou à longueur d'interview c'est qu'il nous dit qu'il aime le cinéma français et compagnie. Enfin, ça m'insupporte à chaque fois avec John Woo, il fait la même chose à chaque fois. C'est peut-être sincère mais c'est pénible. On comprend que le mec il pense pas beaucoup de bien de ce film-là, ni de l'industrie actuelle d'ailleurs dans laquelle il est, chapeauté par des gens incultes et incompétents. Et le gars est vraiment nostalgique d'une époque. Et Manhunt insulte. Oui, vas-y. Et j'allais dire, et en même temps, il en profite pour placer sa fille. Oui, c'est ça. Ce qui m'a fait marrer dans l'interview, c'est qu'il le signale 2 fois, c'est que sa fille joue dans le film quand même. Donc, le film est à chier, mais ça lui a quand même permis de la placer, donc c'est bien. Mais le mec essaye d'insuffler un peu cette idée-là dans son film, avec ce perso fan de vieux films. Mais si tu veux, c'est un tel foutoir que tu as une idée qui en balaye une autre sans que cela soit vraiment important. Alors après, le film recycle aussi tous les codes typiques du style John Woo. Bon, les colombes, on y a forcément le droit, mais on a aussi le duo opposé qui doit s'unir à la fin, et j'en passe. Alors t'as John Woo qui nous refait même une scène en scooter des mers. Alors, si j'ai bonne mémoire, dans Volte-Face, il y avait un petit peu ça. Ouais. Sauf que là, c'est filmé comme un Shark Attack 3 avec des fonds derrière, donc c'est absolument dégueulasse. Vraiment des acteurs à la ramasse, sans charisme. Reste quelques petites scènes d'action, mais comme c'est monté à la va-vite avec des espèces d'accélération et tout. Donc rien de mémorable. À regarder si vous voulez voir toute la filmographie de John Woo, sinon c'est non les garçons. Quel dommage. En plus le truc est sorti chez HK là, je crois, DVD ou Blu-ray, je ne sais quoi. Ouais. Donc on essaye de nous vendre ça comme si c'était important, mais je crois que personne n'est dupe. Voilà. Next. Bon alors là je vais perdre le peu de crédibilité qui restait. Je sais pas. Je sens qu'on va aimer. Le point nazi. Le truc Bigfoot là. J'ai trop. Non. J'avais pas encore regardé, je me suis dit merde. Alors j'ai regardé le Overlord de je ne sais plus qui. Je sais plus qui. C'est encore un Finlandais ou un truc comme ça non? Et voilà. Non, à dormir dehors. Ah, c'est Tommy Vircola, non? Non, c'est Julius Avery. Avery. Ah, voilà.
le truc produit par J.J. Abrams, voilà, on va faire le raccourci. J'ai trouvé que c'était hautement recommandable, dans le genre de petit film d'horreur que tu crois que ça va être chiant parce que déjà ça se passe dans la guerre et moi tout ce qui se passe à ce truc là ça me saoule, mais là j'ai passé un bon petit moment, le film prend le temps, ça c'est ce qui peut lui être reproché, on l'a bien compris par bon nombre de gens, mais moi au contraire j'ai trouvé que ça installait bien le film, l'univers. Et comme ça, après le film bifurque sur des choses un petit peu plus fantastiques, qui vont peu à peu amener d'ailleurs le film ailleurs et le faire basculer. Après, ce qui est fort dommage, c'est que comme on vit à l'époque où l'on est, on savait tous avant de voir le film que c'était un film de guerre avec des zomblards, donc t'es pas surpris quand tu les vois arriver au bout d'une heure de film. C'était sur l'affiche. Au bout d'une heure quand même. Je sais pas, ça doit très peu de zombies au final. Donc, mais le film, moi je trouve, a le mérite de ne pas faire n'importe quoi. C'est fait avec extrêmement de sérieux, je trouvais. Et j'ai aimé ça en fait. On sent que le mec croit en son histoire et la réal ne part pas en cacahuète, quoi. C'est pas moche, type les Resident Evil et ses suites. Puisque le film peut faire quand même beaucoup penser aux adaptations de jeux vidéo, Medal of Honor et surtout la saga des Wolfenstein, où on a des personnages en plus extrêmement caricaturaux encore une fois, juste comme il faut, car il faut dire que les acteurs ils sont pas super connus. Alors il y a le fils de Kurt Russell quand même dedans, je ne sais plus son nom. C'est quand même la troisième fois qu'on parle de lui et qu'on dit je ne sais plus son nom. Ouais, Wyatt, il a un nom de Wyatt, ouais, c'est ça doit être ça. Voilà, je me disais un nom de western, mais alors le film il a été un temps connecté quand même à la saga Cloverfield, rappelons-le. On nous avait dit que ça serait peut-être une hypothétique suite, et en fait ils ont dû se dire que le film en fait il était un petit peu trop bien, donc en fait puis en fait il n'y avait pas de zombies non plus dedans, donc ils se sont dit que ça serait peut-être un petit peu il y avait des zombies et pas d'extraterrestres dedans, donc c'était un petit peu bizarre de le connecter à l'univers Cloverfield, encore qu'ils auraient peut-être rapproché les wagons, que sais-je. Donc ça aurait été un petit peu n'importe quoi, et de toute façon quand on voit la gueule du Cloverfield Paradox qui était sorti sur Netflix, on se dit que tant mieux aussi que Overlord soit un truc à part. C'est mieux que le lac des morts vivants. Moi j'ai trouvé que c'était une série B réussie. J'ai pas envie de bouder mon plaisir. Le film divise extrêmement, j'ai vu sur les internets. Il y a ceux qui disent que c'est une arnaque, une merde sans nom, et puis ceux qui sont comme moi, qui disent que le film il est plutôt sympathique. Après c'est vrai que la fin en plus n'est pas très ouf, donc c'est toujours regrettable ce genre de choses, mais bon, voilà quoi, ça passe. Seb, tu l'as vu? Absolument pas, j'ai pensé le faire et puis ça m'a pas donné envie, donc et puis le fait de devoir attendre 4 plombs pour avoir des zombies, je sens que je vais me faire chier, donc je ne sais pas si je vais le rattraper. Ouais, autant se faire une saison de Walking Dead. Et d'ailleurs, Bastien, je tiens à dire que tu n'as pas du tout perdu toute crédibilité avec cette critique, tu as fait bien pire. D'accord. Ouais, mais c'est parce que vous n'avez pas encore regardé le film. Peut-être. Bon, le point film français, avec une petite friandise remplie de nostalgie 80s, avec le bien nommé Commando Ninja de Benjamin Combe. J'ai jamais entendu parler de Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est sorti quand, récemment? Alors, c'est un film de 70 minutes, produit essentiellement par la plateforme de financement participatif Kickstarter. Mais d'où tu sors ça? Ah, mais parce qu'il y a des gens qui l'ont posté sur les internets. Et le film est visible sur YouTube gratuitement. Donc c'est un projet qui est en fait un film hommage, comme si ça avait été en fait. Bah oui, mais c'est parce que voilà, tous ceux qui l'ont regardé parce qu'ils voulaient voir ça. Ouais. Donc c'est un film qui a été fait dans l'esprit des années 80 et c'est vraiment fait comme si ça avait été fait dans les années 80. Oh non, comme King Fury ou ce genre de conneries là. C'est exactement ça, c'est le King Fury français. Donc c'est un film de série B bourrine à l'American Ninja, à la Chuck Norris, prenez Commando, Predator, Rambo 2 et j'en passe, vous mélangez tout ça et vous obtenez ce Commando Ninja. Donc moi justement, Kung Fury, c'est ça? King Fury. Je les ai pas vus ces trucs-là, mais du coup tout le monde compare à ces trucs-là, mais du coup ça m'a donné envie de les voir, puisque c'est un peu le même but.
Moi j'ai trouvé que c'était encore une fois bien sympathique, hein, surtout que c'est extrêmement bien fait, j'ai trouvé, hein, ça joue sur le côté nanar forcément de l'univers et du budget, mais c'est fait encore très sérieusement et très respectueusement. Le film n'est pas moqueur de ce qu'il propose. Bah, après, plus le film avance, c'est vrai que plus il y a des blagues qui sont un petit peu limites, un peu plus vers la fin, j'ai trouvé, notamment à un moment, vers la fin du film, il se retrouve dans un monde post-apocalyptique où donc c'est le désert, il n'y a plus rien, et le personnage fait merde, la gauche est revenue au pouvoir. Effectivement, ça c'est le genre de petite blague, ça aurait pu se passer, bon, qui fait plaisir. Sinon, après, le film enfile tous les codes et clichés, hein, des boobs, des muscles, ça fait plaisir, c'est généreux, il y a extrêmement d'action, il y en a beaucoup. Donc on ne se tape pas des tunnels de dialogue ennuyeux comme on pourrait croire des fois avec ce genre de truc. En plus ça dure que 70 minutes. Alors après je crois que ça devait durer que moins longtemps, mais comme ils ont eu plus de budget sur Kickstarter ou un truc comme ça, ils ont pu rallonger le film. Alors, j'ai pas trop suivi le truc, mais je crois qu'il y a eu une extension par rapport à ce qu'il devait y avoir. Le film veut faire plaisir, mais on en a pour son argent, surtout que donc comme je vous le disais, le film est gratos sur YouTube, donc si vous voulez pas vous prendre la tête et voir ça un soir, un petit trip nostalgique comme moi je l'ai fait, ça va vous rappeler quand vous filmiez des conneries avec vos potes d'études avec une caméra à pas cher, chez But ou chez Conforama ou je ne sais où. Command Ninja est fait pour vous. Perso, moi j'ai envie de le mettre en fond sonore lors d'une soirée fondue avec des amis que j'aurais loué ou pas. C'est la culture Rokirama, ce film. Alors, je sais qu'il y en a qui n'en peuvent plus de ça, de toute cette gloire à la nostalgie, au côté rétro, à la bonne vieille VHS. Alors, moi-même, ça me saoule régulièrement. Mais il y a des moments où il faut lâcher prise, surtout quand c'est un petit truc là quand même fait par des potes entre eux sur Kickstarter. Ça pue pas l'opportunisme, c'est un truc d'amoureux d'une culture. Et moi j'aime l'amour, donc Commandant Ninja, c'est oui. J'aime l'amour. Alors next. Hein. Next, on va terminer avec la grande question que Alphonse s'oppose. Et là, je vais pouvoir t'aiguiller. Est-ce qu'on peut mettre une chaussette rouge et bleue en même temps? Moi je dis non. Je dis non. Alors tu poses pas la question tant que ça finalement. Ça va, on a vite réglé le problème, je suis content. Non, mais là, dans la prochaine émission, on essaiera de régler le problème de la fin dans le monde. Ça nous prendra approximativement 37 secondes. Là, vous avez qu'à manger. J'espère. Voilà. Putain, on est on fire là. Qu'est-ce qu'on peut encore régler comme problème? Qu'est-ce qui se passe? Les féministes, pour ou contre? Qui a tué JFK? Ah, ça je le sais, mais je ne peux pas le révéler parce que j'ai encore un contrat avec TF1 et en démol. Mais dès que le contrat est terminé, d'ici 37 ans, je vous le dis. DC Comics. Ce sera mon secret dans Secret Story. Je sais qui a tué JFK. Les jeunes vont dire, mais qui est JFK? On n'a pas un aéroport. Qui a tué? D'ici là, peut-être que quelqu'un a fait exploser l'aéroport et... Tu sais, les terroristes, ils sont là, ils sont fous. Oh là là. J'espère que ça n'arrivera pas. Alors vas-y, Bastien, reprends le cours de... Oui, donc je t'entends, Alphonse, créer cette question. Est-ce qu'il faut que je regarde cette foutue saison 3 de True Detective? C'est vrai. Après la très décriée saison 2, faut-il s'y remettre? Déjà, la réponse se trouve dans la bouche de Grumpy Seth. Non. Non. Voilà. Donc, alors Pizzaloyo, il essaye de revenir un petit peu avec l'ambiance de la première saison. Pizzaiolo. Rien à foutre. Il y en a rien à foutre. Il y a énormément de points communs avec donc la première saison. La série même ira jusqu'à créer un pont, une connexion entre les deux saisons, comme si tout cela n'était pas une anthologie mais un univers partagé. Alors après, heureusement, il tue le truc dans l'œuf assez rapidement, hein, c'est juste suggéré, un clin d'œil. Donc on a juste des liens, mais ça reste quand même différent, parce que déjà les acteurs sont différents, et les persos sont différents, et c'est surtout cela, puisque sur la série repose quand même essentiellement sur ces acteurs et ces personnages, et encore plus cette saison, j'ai envie de dire, qui repose quasi entièrement sur Mahershala Ali, l'homme aux 2 Oscars maintenant, mais seuls les vrais savent, et nous ne nous l'oublierons jamais. Tu peux recevoir autant de statuettes que tu veux.
tu resteras un acteur de la série Les 4400, exactement. à nos yeux. Exactement. Forever. Donc dans cette saison 3, Ali, on va dire comme ça parce que c'est plus simple, c'est la star du show. Stephen Dorff, son acolyte, c'est vraiment l'acolyte. Alors après, ça va bien avec le perso L'alcoolique. en même temps. Puis... Ouais, surtout que la carrière de Stephen Dorff, elle est quand même sacrément hachée. Pourquoi pas ils sont allés terrible, chercher ce mec-là? Ouais. Parce que il fallait quelqu'un après- qui soit là juste pour dire coucou, je suis là et puis s'en aller. En fait, tout simplement. Ils avaient pas engagé quelqu'un qui allait coûter Mais cher. Après, ça va bien donc avec le personnage puisque c'est un solitaire, non, Kawasaki. Alors que Ali, Moi il j'avais a le sa vert. petite famille, ses enfants, et comme tout le monde le sait, ça vous ramollit les gnards. Et ça le ramollit tellement qu'il est atteint de Alzheimer. Puisque l'histoire nous est racontée selon différentes époques, plusieurs décennies d'enquête. Ça, c'est quand même ce qu'on appelle un cache-misère maintenant. Ouais, mais tu te dis que les mecs, ils sont quand même un petit peu cons quand même pour connaître la vérité à la fin, parce que c'est tout simple en fait. C'est un petit peu les Pipo et Mario de l'investigation, les enquêteurs cette saison. C'est vrai que la conclusion c'est vraiment de la merde. T'es en train de regarder un truc pendant presque 8 épisodes complets avec une intrigue où tu te dis putain ça a l'air super complexe et puis t'as la résolution, t'es là. Ah ouais, ok. Ça c'est le moment où t'es en train de baiser depuis 1 heure et puis au moment d'éjaculer t'as une goutte qui tombe quoi. T'es là, ah oh. C'est ça quoi. Donc dans la dernière époque, forcément, ils sont vieux, ils sont grisonnants, et donc Alzheimer. Donc une histoire qui se veut sous forme de pearls, de puzzle. Donc on complique tout cela entre guillemets pour masquer le fait en fait que tout cela n'est pas bien passionnant à suivre. Parce que c'est bien là que réside le gros défaut, c'est pas que c'est nul, mais c'est que c'est chiant. Et on s'ennuie vraiment poliment dans cette saison 3. T'es jamais investi par les personnages, ni par l'enquête, qui est des plus basiques. C'était déjà le cas de la première saison. Mais là, n'était pas l'essentiel, on l'avait bien compris, tout ça, puisque ça reste... Mais bon, après, l'enquête reste quand même une grosse part du gâteau, et encore plus cette saison, j'ai trouvé. Alors, je sais que s'il y avait on sent qu'il y a un souci de pas refaire la saison 2, déjà. Il y a un souci de bien faire, et ça a peut-être aussi paralysé un petit peu toute la saison. Et c'est difficile en fait de se passionner pour cette histoire qui n'en demandait pas tant. Parce que donc il y a 8 épisodes, mais comme tu disais Seb, au final tu te dis ouais tout ça pour ça. Alors après tout n'est pas négatif, parce que là j'ai un petit peu l'impression de dire que c'est à chier, mais c'est pas, comme je vous le dis, c'est pas nul non plus. Mais le problème c'est que c'est par rapport à la première saison, c'est pas très rafraîchissant comme série. Après j'ai eu l'impression que Pizzaiolo il a corrigé aussi un petit peu son écriture. Il a un petit peu freiné sur les dialogues, les monologues qui étaient tellement profonds que ça en devenait ridicule. Et le trop de ouais, c'est mon truc de la saison 2 qui en devenait lourd à force. Là, c'est un truc un petit peu plus simple, un petit peu plus direct, et ça fait pas plus de mal. Mais c'est tellement ça, en fait, que ça en devient limite amorphe, le truc. Alors après, je dois reconnaître que moi, Seb, vraiment la toute fin du truc, je l'ai trouvé plutôt intéressante. Il y a un petit côté, bon, forcément, donc foutage de gueule au niveau de l'enquête. Mais du coup, ça bifurque sur un truc un petit peu plus touchant et plus profond que j'ai trouvé assez réussi. En plus, l'Alzheimer, pour le coup, il a une vraie utilité quand même au récit. C'était pas qu'un cache-misère. En final, on aurait pu craindre que tout cela soit donc un gadget scénaristique. Mais non, ça reste quand même le cœur de la résolution, le bout du chemin. Et t'as des vraies idées sur la fin qui justifient quand même, j'ai trouvé, la saison 3. Mais après, il y a un vrai manque d'audace, d'innovation pour vraiment renverser la table et faire de cette saison 3 un incontournable à voir. Alors après, je comprends que Pizzaiolo, la table, il l'avait retournée avec la saison 2. Et après, c'est le mec qui s'est tellement fait chier dessus que là, il a marché un petit peu sur des œufs et pris déjà son temps. Et il a eu raison, car là, pour le coup, il y a eu des retours plutôt bons. Bon alors de toute façon les gens s'en fichent, donc tout simplement ils en ont pas dit que c'était de la merde. Donc là ça va, donc de l'eau a coulé sous les ponts et True Detective est passé au pire dans l'ignorance, ouais. Et non dans la grosse attente de l'année. Ouais, c'est ce que j'ai un peu ressenti au fur et à mesure de la diffusion de la saison 3 là, sur les réseaux sociaux, c'est qu'au début les gens étaient chauds
Et Ouais. après, les gens s'en sont mais désintéressés et ça s'est fini alors, dans l'indifférence la plus totale, hein, enfin, sur ce que j'en ai vu. Hein. Ouais. Alors après, donc saison 4, il a dit peut-être, mais il faut qu'il trouve la grosse idée qui lui motive et qui lui donne envie de faire un gros truc, quoi. Parce que déjà, il a envie de reprendre encore son temps et de faire un film entre deux, s'il peut, hein, sinon il va être obligé de faire une quatrième saison, hein, le garçon. En tout cas, grand bien lui fasse qu'il prenne encore son temps. Hein. Il peut prendre plusieurs années, plusieurs décennies, hein, que sais-je. Hein. Après, moi, je vous conseillerais plutôt du coup de regarder Sharp Objects, qui était la vraie saison 3 de True Detective. Et Ouais, pourtant, donc, les avis n'étaient pas tous dithyrambiques non plus. Hein. Et puis, si vous vous posez aussi donc la fameuse question sur David Milch, quoi au caisse, donc il est co-scénariste d'un seul épisode de la saison. Oula. Ah ouais. Mais en même temps, vu le caractère du bonhomme, ça m'étonne pas. Voilà. Donc voilà les garçons pour ce Mais moi, pot- je vais vous dire quel est mon plus gros problème avec Ah oui. la saison 3 de True Detective. C'est que ce qui avait d'intelligent dans la première saison, c'est qu'on avait deux époques. On avait la première, c'était dans les flash forward, ou plutôt, enfin, ce qui se passait dans le présent, puisque tout finalement était dans un flashback. Et une fois qu'on arrivait à la fin des flashbacks, on recommençait à suivre la suite de l'histoire à travers ce qu'on voyait dans le présent. Donc ça se passait les années 2000, si je dis pas de bêtises. Donc on passe. Et là, en l'occurrence, bah, t'as les trois époques qui sont mélangées tout le temps. Et c'est infernal parce qu'entre les années 80 et les années 90, j'arrivais pas à faire la différence. Donc j'étais Ouais. un petit peu confus par moment et je savais plus trop ce que je regardais. Et je savais plus si la femme du mec c'était la même ou si c'était une autre, etc. J'étais vraiment complètement paumé par ce genre de truc, j'en ai rien à foutre. Alors que vraiment, On m'a dit que tous les noirs aient 60. ouais, ça c'est toi qui l'as dit. En plus c'est des Chinois. Euh, Non, voilà, ce qui est vraiment bien dans la saison 1, c'est qu'ils avaient eu l'intelligence de vraiment bien scinder les deux époques, quoi. Alors que là, non, c'est pas du tout le cas, c'est vraiment mélangé, t'en as strictement rien à foutre, puisque tu sais que de toute façon, quand t'es dans les années 90, qu'ils vont rien résoudre dans les années 80, et quand t'es dans les années 2000, bah tu sais qu'ils vont rien résoudre dans les années 90. Donc, tu t'en branles, quoi, mais complet. Et ça m'a fait chier. Et en plus, il n'y a pas Alexandra Daddario. Non, en effet, il n'y a pas ces boobs. Bien dommage. Bon, bah, donc du coup, je pense qu'effectivement, tu as répondu à ma question. Je ne vais pas le mettre ça dans ma liste de priorités. Hein. Ça va être Ouais. à côté de la saison 2 de Légion, par exemple. Et ça me fait mal de le dire. Voilà. Bon, bah, écoutez, messieurs, on est à plus de 50 minutes d'émission. Du coup, je vais juste dire qu'il faut aller voir Alita Battle Angel aussi. Non, n'y allez pas. Parce que c'est un chouette blockbuster avec une bonne petite gueule. Non, c'est pas vrai. Qui pète pas plus haut que son cul. Oh, un peu quand et même. Non, quand même pas. Je vais même vous dire un truc. Je pense que le dernier bon blockbuster dans le même style que j'avais vu, c'était Pacific Rim et que je le situe à peu près au même niveau. Mais non, mais arrête. Bien sûr que si. Putain, mais t'es taré, toi. En même temps, Ah non. faut être honnête, t'as vu 3 films depuis, donc. Eh ben, c'est pas mal, hein. Mine de rien, je suis sur une cadence de fou en ce moment. Hein. Tu t'imagines pas. Hein. Non, mais il est fou, le gars. Il y a un film qui est Bah, incarné, non. l'autre qui ne l'est pas. Arrête un peu, quoi. Ah bah écoute, il ça dit se des discute. Hein. bêtises. Ça se discute parce que je pense que, pareil, si Alita était sortie quand j'avais, enfin, à l'époque où j'avais entre 10 et 15 ans, je me le serais maté un petit paquet de fois quand même. Je le trouve plutôt sympatoche, le pépère. Surtout comparé à ce qu'on se bouffe actuellement et depuis quelques années sur les écrans. Et comme l'a si bien dit je ne sais plus qui, c'est quand même très James Cameron dans le style, et Robert Rodriguez il fait pas grand chose à part prêter son look au personnage de Hugo et son manteau en cuir un peu dégueulasse là. Et le personnage d'Alita est une vraie réussite parce qu'au bout de 2 minutes on oublie totalement son aspect factice. Ça, c'est vrai. J'avoue Même que Alita, c'est un bon travail, mais c'est tout, quoi. Le reste, c'est de la merde. C'est hyper bluffant. Ensuite, l'histoire est plutôt touchante, mais bon, comme tout le monde l'a déjà plus ou moins dit, comme on arrive pas mal de temps après la bataille, il y a un problème au niveau de l'écriture, c'est que je pense qu'il prévoyait au moins un diptyque, voire une trilogie pour toute l'histoire,
Du coup, ça pose les enjeux pendant. Enfin, non, ça pose même pas les enjeux, c'est que les enjeux sont posés dans le dernier tiers du film et que du coup, tu as une sorte d'accélération narrative qui est un petit peu déstabilisante, contrairement au rythme qu'on avait jusque-là. Parce qu'on nous présente très très brièvement le personnage du grand méchant incarné par Edward Norton et qui donc, comme tout le monde l'a dit, en finale ressemble comme deux gouttes d'eau à James Cameron, plutôt marrant. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y aura une suite à ce film? Parce qu'au final, je suis pas sûr que le film casse tant la baraque que ça, même pas trop. Et ça serait quand même con qu'on n'ait pas la suite de cette histoire, parce que le film, est-ce que le film se suffit en lui-même? Oui et non. Et moi, je voudrais bien continuer à me promener dans cet univers qui est fort sympathique. Voilà, je sais que Seb, lui, enfin, tu l'as dit, ça t'en touche une sans bouger l'autre, mais moi, je l'ai plutôt validé. Mais moi j'attendais C'est le pas- film depuis 20 ans et Cameron, ce fils de pute qui décide de faire un film tous les 11 ans, 12 ans, a rien branlé, il a laissé Robert Rodriguez faire et comme je le dis souvent, James Cameron n'est pas un très grand scénariste. Ce qui surélève le truc c'est la mise en scène et là en l'occurrence, bah oui, évidemment, t'as toute l'équipe de Cameron qui bosse sur le film donc forcément ça ressemble plus à du Cameron Ah bah ouais, qu'à du Rodriguez. c'est le meilleur film de Il Rodriguez. n'empêche que bah, ça n'a aucun intérêt. Non, je pense qu'une nuit à l'enfer reste meilleure. Parce que là, pour le coup, c'est du Tarantino. Non, mais le film a aucun intérêt. On se fait chier. On a une romance à la con avec un mec qui a une tête de cul pas possible. C'est insupportable. C'est vrai que le personnage principal masculin est pas bon. Pendant le visionnage du film, déjà, ça me posait problème et c'est ce qui pénalise le plus le film pour moi. Mais ouais, comme il faut attendre le dernier tiers pour que ça démarre vraiment, j'ai envie de dire, à quoi bon, quoi. Donc, Ouais, mais il y a Jennifer Connelly. mais elle sert à rien dans le film. On s'en bat les couilles. Un petit peu quand même. Non, en fait, n'écoutez pas Alphonse, il dit n'importe quoi, il a encore bu avant l'émission. Non, non, non. Bah, allez voir quoi alors? Ah. Entre Captain Marvel et Alita, toi tu conseilles Captain Marvel. C'est moche quand même. Bah écoute, au moins Captain Marvel, c'est sympa à regarder pendant tout le film, par les 20 premières minutes qui sont un peu gênantes. Mais même, je recommanderais aux gens de ne pas d'aller voir aucun des deux et de profiter pour aller revoir Spider-Man s'il est toujours dans le coin. Ou d'aller flâner. Ouais, bah découvrez d'autres films, quoi. Je veux dire, il y a la possibilité de regarder plein d'autres trucs, regardez plein d'autres trucs. Et vous avez toujours pas vu Glass, les gars? Ouais, Non, il est toujours pas disponible en Albanie. bah voilà, Effectivement. J'ai hâte. on sera plus là. Mais on fera une spéciale. Il va arriver très prochainement, la semaine prochaine. J'ai appelé Shyamalan, il est content et il va le balancer sur les internets. Bon, bah, je crois que voilà, on va conclure l'émission très gentiment. Les comptes Twitter de l'émission Bug le Podcast, je suis Alphonse Dadet, il y a Grumpy Seb et Bastien, ton compte Twitter? Désiré Bastaro. Oh non, mais non, on avait dit Palena. Oui, je suis petit alors. Désiré Comment Désiré on dit Bastaro, là-bas quoi. Il est mort en plus. Comme on dit, la bonne taille, c'est quand les pieds touchent le sol. Je suis comique et j'aime le miel. J'aime tellement ça que j'en mettrai partout. Je me sens comme une abeille. En plus, j'ai aussi un dard. Un gros dard. Et je butine tout au long de la journée. Alors ajoutez-moi sur les réseaux sociaux. Merci Michel Deb. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'était à s'y méprendre. Bravo. Et bien sûr, ces bonnes paroles, chers auditeurs, on se dit à très bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Salut. Salut.